Die Garnele war winzig, ein unschuldiger Bissen, den ein abgelenkter Gast mit einem herablassenden Lächeln anbot. Doch im Körper des kleinen, 10 Monate alten Leo Bellini löste sie einen stillen, blitzschnellen chemischen Krieg aus. Seine Kehle schwoll in wenigen, schrecklichen Sekunden an und schloss sich wie ein unsichtbarer, unbarmherziger Schraubstock. Sein Weinen verstummte schlagartig. Kein Klagen, kein Wimmern, nur eine unnatürliche, erschreckende Stille, die das Blut gefrieren ließ. Sein Gesicht, einen Moment zuvor noch rosig und lächelnd, begann sich dunkelbläulich zu färben, die Farbe des Lebens, das vor den hilflosen Augen der Welt erlischt. Die Nanny, die endlich etwas bemerkte, stieß einen schrillen Schrei aus, ein Geräusch purer Panik, das die oberflächlichen Gespräche der Party zerriss. Die Zeit in dieser Glasvilla, die hoch über dem Meer der Amalfiküste thronte, blieb stehen. Das Kind atmete nicht mehr. Die Party war ein Meisterwerk steriler, zur Schau gestellter Schönheit. Um den Infinity Pool, der wie ein auf die Erde gefallenes Stück Himmel aussah, vollzog die High Society ein Ritual aus falschen Lächeln und urteilenden Blicken, ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Marco Bellini, der Hausherr, beobachtete die Szene mit einer emotionalen Distanz, die zu seiner täglichen Rüstung geworden war. Mit 45 Jahren war er ein Milliardär, der Luxusjachten für die Reichen und Berühmten baute, ein Mann, der es gewohnt war, das Meer und die Geschäfte mit kalter Präzision zu beherrschen. Aber seit dem Tod seiner Frau bei einem Unfall fühlte er sich völlig orientierungslos, ein Kapitän ohne Kompass in seinem eigenen Leben, verängstigt von der Verantwortung, dieses so zerbrechliche kleine Wesen allein aufzuziehen. Er hatte alles an ein teures Personal delegiert und war zu einem abwesenden Vater geworden, einem einsamen König in seinem Glasreich. Unsichtbar zwischen den eleganten Gästen und dem uniformierten Personal bewegte sich Sophia Rossi. 32 Jahre alt, ein sanftes Gesicht, gezeichnet von einer alten Traurigkeit, und 2 ruhige, beobachtende Augen, die alles sahen, die Oberflächlichkeit der Gäste, die Angst unter Marcos Eleganz und die schuldhafte Ablenkung der Nanny, die lieber mit einem Kellner flirtete. Sie kam aus einem kleinen Fischerdorf, einer Welt, die Lichtjahre von diesem Luxus entfernt war. Und sie trug eine geheime Wunde in sich, ein Trauma, das ihr Leben verändert hatte. Jahre zuvor hatte sie einen kleinen Bruder durch plötzliches Ersticken verloren, ein Stück Nahrung, das in die falsche Röhre geraten war. Dieser Schmerz hatte sie dazu bewogen, freiwillige Helferin beim Roten Kreuz zu werden, zu studieren, fortgeschrittene pädiatrische Erste-Hilfe-Techniken zu lernen. Dieses Wissen, geboren aus ihrer größten Tragödie, war ihr verborgener Schatz. Der Schrei der Nanny zog die Aufmerksamkeit aller auf sich wie ein Leuchtturm im Nebel. Die Musik verstummte schlagartig. Die Gäste versammelten sich um den Hochstuhl, ein Kreis hilfloser und morbider Zuschauer. Jemand griff zum Handy, um zu filmen, andere hielten sich in einer Geste gespielten Entsetzens die Hände vor den Mund, aber niemand bewegte sich. Die Nanny war völlig gelähmt, ihre Schreie hysterisch und nutzlos. »Er atmet nicht, oh Gott, er atmet nicht! Tut doch jemand was!« kreischte sie, aber niemand handelte. Sie waren alle Gefangene einer trägen Schönheit, unfähig zu handeln, mehr besorgt um den Schein als um das Leben. Eines Kindes. Sie waren das perfekte Spiegelbild des Hausherrn, reich an Mitteln, aber arm an Taten. Sophia, die in einer abgelegenen Ecke der Terrasse einen Tisch abräumte, sah die Szene. Sie hörte nicht die Schreie, sie sah die Farbe, das Blau, diese verfluchte Farbe, die sie schon einmal gesehen hatte, Jahre zuvor, im Gesicht ihres Bruders. Ihr persönliches Trauma wurde reaktiviert, nicht als Panik, sondern als ein Schalter, der in ihr eine eisige, fast unmenschliche Ruhe auslöste. Sie zögerte, keinen einzigen verdammten Augenblick. Sie ließ das Tablett fallen, das Geräusch der auf dem Marmor zerbrechenden Kristallgläser wurde von allen ignoriert und begann zu rennen. Sie rannte, als hinge ihr eigenes Leben von dem des Kindes ab, als würde sie in der Zeit zurücklaufen, um ihren Bruder zu retten. Sie bahnte sich einen Weg durch die Gäste, stieß elegante Körper und erstaunte Blicke, ohne um Erlaubnis zu fragen, beiseite. Sie erreichte den Hochstuhl und stieß mit einer Kraft, die ihr niemand zugetraut hätte, die gelähmte Nanny zur Seite, die fast zu Boden fiel. »Weg da«, befahl sie, ihre sonst so sanfte Stimme nun hart und scharf wie ein Skalpell. Sie schrie nicht. Sie geriet nicht in Panik. Ihr Verstand war ein Handbuch von Verfahren, das sich auf der richtigen Seite öffnete.
ihre Bewegungen geleitet von stundenlangem Training und einem Schmerz, der zu groß war, um vergessen zu werden. Mit einer Ruhe und Präzision, die alle Anwesenden schockierte, nahm sie den kleinen, schlaffen Körper Leos. Sie löste ihn aus dem Hochstuhl, legte ihn schnell auf den Marmorboden und überprüfte mit 2 geübten Fingern die Atemwege. Dann begann sie mit dem Manöver, dem Heimlich-Manöver für Säuglinge, einer Abfolge von entschiedenen, trockenen Schlägen zwischen die Schulterblätter und Brustkompressionen in der Mitte der Brust. Ihre Hände bewegten sich mit der erschreckenden Gewissheit von jemandem, der bereits versucht hat, ein Leben zu retten und gescheitert ist, und der Gott geschworen hat, nie wieder zu scheitern. Marco, von den Schreien von der gegenüberliegenden Seite des Pools alarmiert, wo er mit einem Kunden sprach, kam in diesem Moment an. Sein Herz blieb buchstäblich stehen. Er sah die schrecklichste Szene seines Lebens. Sein Sohn, sein einziger Sohn, blau und leblos auf dem Boden, und eine Frau, seine Haushälterin, eine Person, deren Namen er kaum kannte, die Manöver an ihm durchführte, die in seinen unerfahrenen Augen gewalttätig, fast brutal aussahen. Für einen Augenblick war sein Instinkt zu schreien, sie aufzuhalten, ihm seinen Sohn aus den Händen zu reißen, aber dann sah er ihre Augen, Sophias Augen. Es gab keine Panik in diesem Blick, es gab absolute Konzentration, eiskalte Kompetenz, eine fast wilde Entschlossenheit. Und er verstand, dass diese Frau seinem Sohn nichts Böses tat. Sie kämpfte für ihn. Sie kämpfte einen Kampf, den niemand sonst auf dieser Terrasse von Millionären zu führen fähig oder willens war. Und er, der große Erbauer unsinkbarer Schiffe, war nur ein hilfloser Schiffbrüchiger im Sturm. Die Sekunden dehnten sich, wurden zu einer Ewigkeit in der unwirklichen Stille der unterbrochenen Party. 5 trockene Schläge auf den Rücken, 5 Brustkompressionen, Kontrolle des Mundes, nichts. Wieder. Die Entschlossenheit auf Sophias Gesicht wankte nicht. 5 Schläge, 5 Kompressionen. Dann ging sie zur Mund-zu-Mund-Beatmung über, schloss ihre Lippen über die des Kleinen und blies sanft Leben in seinen leblosen, kleinen Körper. 1, 2. Und dann endlich das Wunder. Ein Geräusch. Ein heftiger, gutturaler Hustenstoß, fast eine Explosion. Leo stieß ein kleines, rosafarbenes Stück Garnele aus, das wie eine Obszönität auf den weißen Marmor fiel. Ein heftiger Schauer durchfuhr seinen Körper, und dann endlich stieß er einen Schrei aus. Einen lauten, wütenden, verzweifelten Schrei. Der schönste, wunderbarste Klang, den Marco Bellini in seinem ganzen Leben je gehört hatte. Die Menge stieß einen kollektiven Seufzer der Erleichterung aus, eine Schallwelle, die den Bann brach. Die Anspannung löste sich, aber Marco sah nicht seinen Sohn an, der nun in Sophias Armen lag, die ihn wiegte und überprüfte. Er fiel auf die Knie, sein Körper zitterte unkontrolliert vor Schock und Erleichterung, aber seine Augen waren auf Sophia gerichtet. Er sah diese Frau an, die sich erschöpft aufrichtete, ihr Gesicht von Schweiß und Tränen gezeichnet, und er sah sie zum ersten Mal. Keine Haushälterin, kein Schatten, sondern eine Heldin, ein Schutzengel in bescheidener Uniform, und in diesem Blick lag eine Mischung aus Dankbarkeit und Bewunderung, die so total war, dass sie fast schmerzhaft war. Wenn diese Geschichte bereits dein Herz berührt hat, hinterlasse ein Like, um unsere Arbeit zu unterstützen, und abonniere den Kanal, um uns zu helfen, unseren Traum von 1000 Abonnenten zu erreichen. Es fehlt nicht mehr viel, und deine Hilfe ist entscheidend. Möge Gott euch segnen. Leos Weinen war Musik, die schönste Symphonie der Welt. Während die endlich eingetroffenen Sanitäter das Kind untersuchten und bestätigten, dass es dank des rechtzeitigen und korrekten Eingreifens außer Gefahr war, konnte Marco seine Augen nicht von Sophia lassen. Er kniete immer noch, sein teurer Leinenanzug von Flecken und Staub ruiniert, völlig gleichgültig gegenüber allem um ihn herum. Seine gesamte Weltanschauung, basierend auf Machthierarchien und dem Wert des Geldes, war in wenigen Minuten in Stücke gerissen worden. Sein immenses Vermögen, seine Kontakte, seine teuren Angestellten, nichts von alledem hatte etwas genützt. Das Leben seines Sohnes war durch das geheime Wissen und den Mut einer bescheidenen Haushälterin gerettet worden. Er wurde von einer Welle der Schuld und Scham überrollt, die so stark war, dass sie ihm den Atem raubte. Die Party löste sich in einem verlegenen, hastigen Schweigen auf. Die Gäste gingen verlegen nacheinander und murmelten Entschuldigungen, ließen nur halbvolle Gläser und ein Gefühl kollektiver Scham über ihre Hilflosigkeit zurück.
Aber während Marcos Dankbarkeit fast zur Verehrung anwuchs, begann ein anderes, dunkles und giftiges Gefühl, wie Tinte in klarem Wasser unter dem Personal der Villa zu sickern. Die Nanny, eine junge Frau, die wegen ihres makellosen Lebenslaufs und ihres gepflegten Aussehens eingestellt worden war, erkannte, dass sie beruflich am Ende war. Ihre Fahrlässigkeit war die Ursache für alles, und Sophias heldenhafte Rettung war ihre öffentliche Verurteilung. Um sich selbst zu retten, um die Schuld abzulenken, musste sie die Heldin zerstören. Sie begann ihre Verleumdungskampagne noch am selben Abend, indem sie leise mit der Oberschaffnerin und anderen älteren Mitarbeitern sprach und mit deren Unsicherheiten und Eifersüchteleien spielte. »Findet ihr das nicht seltsam?« flüsterte sie mit einer Stimme, die von gespieltem Erstaunen zischte. Woher wusste sie genau, was zu tun ist? Keiner von uns wusste es. Und warum ist sie so schnell? Gerannt, als hätte sie schon alles gewusst. Es sah fast so aus, als hätte sie es erwartet. Sie säte einen schrecklichen Samen, eine widerliche Unterstellung. Die Idee, dass Sophia alles inszeniert haben könnte, um sich ins Rampenlicht zu rücken, um eine Belohnung oder eine Beförderung vom Herrn zu erhalten. Es war eine ebenso niederträchtige wie wirksame Lüge. Am nächsten Tag bestellte Marco Sophia in sein Arbeitszimmer. Der Raum mit seinem atemberaubenden Blick aufs Meer wirkte wie ein Tempel, und er sah sie an, als wäre sie eine Gottheit. Sophia trat ängstlich ein und erwartete einen formellen Dank und vielleicht einen Geldbonus, bevor sie wieder in ihre Unsichtbarkeit zurückkehrte. Aber Marco saß nicht hinter seinem imposanten Schreibtisch. Er stand und in seinen Augen lag eine rohe, verletzliche Emotion, die sie verunsicherte. »Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll«, sagte er mit heiserer, fast gebrochener Stimme. »Sie haben meinen Sohn gerettet. Alles, was ich besitze, ist nichts im Vergleich zu dem, was Sie getan haben. Was immer Sie sich wünschen, Sophia, was auch immer, es gehört Ihnen.« Unbehaglich mit dieser so intensiven und fast verzweifelten Dankbarkeit schüttelte Sophia verlegen den Kopf. »Ich habe nichts Besonderes getan, Signore. Ich habe nur getan, was jeder in dieser Situation hätte tun sollen.« Ihre Bescheidenheit, ihr völliger Mangel an Opportunismus trafen Marco noch tiefer. Er erkannte, dass diese Frau nicht nur mutig und kompetent, sondern auch unglaublich rein war, eine Eigenschaft, die er seit Jahren nicht mehr angetroffen hatte. Das faszinierte und erschreckte ihn zugleich. Er fühlte sich unwürdig, auch nur in ihrer Nähe zu sein. Wie konnte er eine Schuld begleichen, die sich nicht in Geld bemessen ließ? Während dies im Arbeitszimmer geschah, schlug die giftige Lüge der Nanny im fruchtbaren Boden des Neides des Personals Wurzeln. Die Haushälterin, eine ältere Frau, die ihre Position durch Sophias plötzliche Bedeutung bedroht sah, begann die Gerüchte zu nähren. »Tatsächlich ist es sehr seltsam«, sagte sie zu den anderen, »dieses stille Mädchen, das nie mit jemandem spricht, und dann wird sie plötzlich zu einer weltberühmten Ärztin. Da steckt etwas dahinter, das spüre ich. Seid vorsichtig, das ist eine Sozialkletterin.« Das Klassenvorurteil, der Groll gegen diejenigen, die aus der Gruppe aufsteigen, schuf eine feindselige und fast unerträgliche Atmosphäre um Sophia. Ihre Kollegen, die sie bis zum Vortag kaum gegrüßt hatten, begannen sie zu meiden, sie misstrauisch anzusehen, hinter ihrem Rücken über sie zu reden. Sie fühlte sich, als hätte sie eine ansteckende Krankheit. Ihre Mittagspausen wurden einsam, ihre Arbeitsschichten von einer feindseligen Stille belastet. Sie war von unsichtbar zu einem Ziel geworden. Die Nanny, die sich sicherer und von der Haushälterin unterstützt fühlte, beschloss, den letzten Angriff zu starten, Marco direkt anzusprechen, um Sophia den Gnadenstoß zu versetzen. Sie fing ihn im Flur ab, ihr Gesicht eine Maske gespielter, ernster Sorge um die Sicherheit der Familie. »Herr Bellini«, sagte sie mit feierlichem Ton, »ich weiß, dass Sie Sophia dankbar sind, das sind wir alle, aber wir müssen rational sein und an die Zukunft denken. Ihr Eingreifen, so glücklich es auch war nicht autorisiert. Sie hätte mehr Schaden als Nutzen anrichten können. Und wenn sie es war, die den Unfall irgendwie verursacht hat, um ihn dann lösen zu können? Das ist eine zu große Verantwortung. Für Leos Sicherheit, denke ich, sollte sie entlassen werden.« Die Anschuldigung nun explizit war monströs, aber auch schlau. Sie spielte mit Marcos größter und einziger Angst, der Sicherheit seines Sohnes. Für einen Augenblick durchzog ein kalter, schlüpfriger Schatten des Zweifels Marcos Geist. Was, wenn sie recht hatte? Was, wenn seine immense Dankbarkeit ihn blind für eine noch größere, hinterhältigere Gefahr machte? Sein altes Misstrauen, seine Gewohnheit, das Schlechte in
Den Menschen zu sehen, kämpfte erbittert gegen seinen neuen Instinkt, gegen das Bild von Sophia, die für seinen Sohn kämpfte. Die Nanny sah sein Zögern und verstand, dass sie ins Schwarze getroffen hatte. Sie fühlte sich dem Sieg nahe, aber sie hatte die Tiefe der Veränderung, die in den letzten 24 Stunden in Marco stattgefunden hatte, schrecklich unterschätzt. Die Szene seines blauen, leblosen Sohnes hatte eine unauslöschliche Narbe in seiner Seele hinterlassen, aber sie hatte ihm auch für immer die Augen geöffnet. Er war nicht mehr der Mann, der Delegierte, der Konfrontationen und emotionale Verantwortungen mied. Er war ein Vater, der fast alles verloren hätte. Und das hatte ihn gnadenlos und unerbittlich in der Verteidigung dessen gemacht, was er liebte. Marco ließ sie ausreden, sein Gesicht eine undurchdringliche Eismaske. Er antwortete nicht sofort. Er sah sie so kalt und durchdringend an, dass sie sich nackt, entblößt fühlte und sich unwohl zu fühlen begann. Warten. »Sieh hier«, sagte er einfach mit einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. Er ging zu seinem Arbeitszimmer und kam wenige Minuten später mit einem Tablet in der Hand zurück. Ohne ein Wort zu sagen, zeigte er ihr ein Video und drückte auf Play. Es waren die Aufnahmen der Überwachungskameras der Terrasse, die er die ganze Nacht lang studiert hatte. Das Video zeigte deutlich den Gast, der Leo leichthin die Garnele gab. Aber es zeigte auch, und vor allem sie, die Nanny, mit dem Rücken zum Kind, völlig vertieft in ein angeregtes Gespräch mit einem jungen Kellner, lachend und scherzend, fast 5 unendlich lange Minuten lang. Es zeigte ihre totale, unverzeihliche, kriminelle Fahrlässigkeit. Dann startete Marco einen weiteren Film, den der Innenkamera, die auf den Ort gerichtet war, an dem sich Sophia befand. Das Video zeigte sie beim Putzen, allein, auf ihre Arbeit konzentriert. Und es zeigte den genauen Moment, in dem sie sich abrupt umgedreht hatte, nicht wegen eines Geräusches, sondern weil ihre Aufmerksamkeit von der unnatürlichen Farbe des Kindes gefesselt worden war, selbst aus dieser Entfernung. Es zeigte ihre sofortige Reaktion, ihren verzweifelten, zögerungslosen Lauf. Als das Video endete, herrschte Totenstille, nur unterbrochen vom Rauschen der Wellen, die weit unten an den Klippen brachen. Die Nanny war blass wie ein Geist. Jedes Wort, jede Lüge, jede Unterstellung war ihr im Mund zerbröselt. Sie war entlarvt, nicht durch eine Anschuldigung, sondern durch die rohe, unbestreitbare Wahrheit, die von einem elektronischen Auge aufgezeichnet wurde. Marco schaltete das Tablet mit einer trockenen Geste aus. Seine Stimme, als er sprach, war ruhig, aber jedes Wort war ein Todesurteil. »Sie haben nicht nur in ihrer Arbeit versagt«, sagte er zu ihr, ohne die Stimme zu erheben, was seine Worte noch erschreckender machte. »Sie haben als Mensch versagt. Und dann haben Sie mit einer Grausamkeit, die ich mir nicht einmal vorstellen kann, versucht, die einzige Person zu zerstören, die Ihr Versagen wieder gut gemacht hat. Verlassen Sie jetzt mein Haus. Und beten Sie, dass ich Sie nicht wegen Verleumdung und krimineller Fahrlässigkeit anzeige, denn ich denke ernsthaft darüber nach. Die Niederlage der Nanny war total und demütigend. Aber der Kampf war noch nicht vorbei. Marco hatte eine Lüge ausgerottet, die Schuldige bestraft. Aber jetzt musste er sich der größten Herausforderung stellen, das Vertrauen in seinem Haus wiederherzustellen, seine eigene tiefe Schuld. Für das Geschehene zu bewältigen und einen Weg zu finden, die Frau zu ehren und zu schützen, die ihm einen Sohn und vielleicht auch eine Seele zurückgegeben hatte. Die Nanny ging wortlos, eine erbärmliche Gestalt, die ihren Markenkoffer über den Marmorweg zog und von ihrer eigenen Scham verschluckt wurde, unter den stillen Blicken des restlichen Personals. Ihr Rauswurf löste das Problem jedoch nicht. Im Gegenteil, er verschärfte es. Ihre Lüge, obwohl entlarvt, hatte eine Giftschneise hinterlassen. Das Personal der Villa war gespalten. Einige, die nun die Wahrheit aus den umhergehenden Gerüchten kannten, sahen Sophia mit fast ängstlichem Respekt an. Andere, angeführt von der Oberschaffnerin, einer alten, strengen Frau, sahen sie weiterhin mit Neid und Misstrauen. Ein Aschenputtel, das zu viel Glück gehabt hatte und nun die etablierte Ordnung bedrohte. Marco erkannte mit wachsender Frustration, dass es nicht ausreichte, eine Person zu entlassen, um ein verfaultes System zu ändern, das er selbst durch seine Abwesenheit und totale Delegation jahrelang hatte gedeihen lassen. Er sah die schiefen Blicke, spürte die schwere Stille, wenn Sophia einen Raum betrat. Er fühlte sich zutiefst verantwortlich dafür, sie dieser Giftigkeit ausgesetzt zu haben, sie aus einer tödlichen Gefahr gerettet zu haben, nur um sie in eine Schlangengrube neidischer Menschen zu werfen. Seine immense Dankbarkeit
vermischte sich mit einem frustrierenden Gefühl der Ohnmacht, da er verstand, dass Geld formale Loyalität kaufen, aber Groll und Vorurteile nicht ausrotten konnte. Sophia ihrerseits begegnete der Situation mit der gleichen stillen Würde, mit der sie alles andere gemeistert hatte. Sie konzentrierte sich mit Leib und Seele auf Leo, der ihr nun vollständig anvertraut war, und schuf für ihn eine Blase der Gelassenheit und Liebe, während sie die Bosheiten und feindseligen Blicke ignorierte. Aber der Druck war enorm. Sie fühlte sich isoliert, verurteilt, als wäre ihre mutige Tat zu einem Makel geworden, einem Etikett, das sie von den anderen trennte. Sie begann sich zu fragen, ob es trotz Marcos Großzügigkeit wirklich die richtige Entscheidung für sie war, in diesem Haus, in dieser vergifteten Umgebung zu bleiben. Finanzielle Sicherheit konnte keine Seelenruhe kaufen. Der Bruchpunkt, der Höhepunkt, kam auf unerwartete Weise, nicht durch eine Verschwörung, sondern durch eine direkte Konfrontation. Die Oberschaffnerin, die ihre Autorität von Tag zu Tag zugunsten von Sophia zerbröckeln sah, beschloss, alles auf eine Karte zu setzen. Sie bat um ein formelles Treffen mit Marco und brachte 2 ältere Mitarbeiter mit. Es war eine Meuterei, getarnt als professionelle Sorge. Sophia wurde zur Teilnahme aufgefordert und fand sich plötzlich vor Gericht wieder. »Herr Bellini«, begann die Haushälterin mit einem fälschlich respektvollen Ton, »wir sind hier, um unsere Besorgnis auszudrücken. Wir alle schätzen, was Sophia getan hat, aber ihre plötzliche Beförderung schafft die Spannungen und Verwirrung. Sie hat nicht die Erfahrung, um ein Kind von dieser Bedeutung oder ein Haus dieses Niveaus zu betreuen. Wir haben unser Leben dieser Familie gewidmet, wir folgen strengen Protokollen. Ihre Methoden sind improvisiert und potenziell gefährlich. Wir bitten darum, dass sie zu ihren ursprünglichen Aufgaben zurückkehrt, zum Wohle aller.« Es war ein Ultimatum. Marco hörte schweigend zu, sein Gesicht eine undurchdringliche Maske. Sophia stand blass neben ihm und fühlte sich wieder allein und angegriffen. Für einen Moment war die alte Version von Marco, der Mann, der Probleme und Komplikationen hasste, versucht nachzugeben, einen Kompromiss zu finden, um den Frieden wiederherzustellen. Aber dann sah er Sophia an, sah ihre verletzte Würde und dachte an seinen Sohn, der oben friedlich schlief. Und er verstand, dass Frieden nichts wert war, wenn er auf Ungerechtigkeit beruhte. Er stand auf, nicht der Geschäftsmann, sondern der Vater, der Hausherr. Er nahm endlich seine Rolle an. »Ich schätze Ihre Besorgnis«, sagte er und lud das Wort mit eisigem Sarkasmus auf. »Aber ich glaube, es gibt ein grundlegendes Missverständnis darüber, was die Prioritäten in diesem Haus sind. Jahrelang habe ich Ordnung, Effizienz, Protokolle priorisiert. Und wohin hat mich das gebracht? Zu einem Haus, das aussah wie ein Museum und einem Sohn, der fast gestorben wäre, weil diejenige, die auf ihn aufpassen sollte, zu sehr damit beschäftigt war, andere Gesprächsprotokolle zu befolgen.« Er machte eine Pause und ließ seine Worte ins Schwarze treffen. »Ich habe die Sicherheitsaufnahmen von jenem Tag bereits gesehen«, fuhr er fort. Seine Stimme wurde leiser und noch bedrohlicher. »Ich habe euch alle gesehen, wie ihr dastandet und zugeschaut habt. Ich habe die Panik gesehen, die Inkompetenz. Und ich habe Sophia rennen sehen. Sie folgte keinem Protokoll. Sie folgte ihrem Herzen und ihrem Wissen. Und das, anscheinend, ist mehr wert als all eure Lebenserfahrungen zusammen.« Dann wandte er sich an Sophia, die ihn mit glänzenden, ungläubigen Augen ansah. Und vor allem legte er ihr eine Hand auf die Schulter, eine unmissverständliche Geste des Schutzes und des Bündnisses. »Mein Haus ist voller Menschen, die ich bezahle, um sich um meine Familie zu kümmern«, sagte er, seine Stimme wieder stark und klar. Aber an jenem Tag war die einzige Person, die sich wirklich darum gekümmert hat, sie. Daher sind die Dinge sehr einfach. Er wandte sich wieder an die Haushälterin und die anderen. Sie ist nicht mehr nur ihre Arbeitgeberin, sie ist die Person, der ich auf der Welt am meisten vertraue. Von heute an ist sie für dieses Haus und meinen Sohn verantwortlich. Punkt. Und wer mit dieser Entscheidung nicht einverstanden ist, schloss er mit erschreckender Ruhe, ist frei zu gehen. Die Tür ist dort drüben, es wird keine Verhandlungen geben. Die Meuterei war gescheitert. Die Haushälterin, gedemütigt und besiegt, senkte den Kopf. Marco war nicht mehr der orientierungslose Witwer, den sie manipulieren konnten. Er war wieder der Kapitän seines Schiffes. Er hatte endlich seine Rolle angenommen, nicht nur als Vater, sondern als Beschützer seiner neuen, unerwarteten Familie. Er hatte seine Crew gewählt und die Meuterer über Bord geworfen.
und an seiner Seite stand die Frau, die ihm wieder beigebracht hatte, zu navigieren. Gefällt dir diese Geschichte? Dein Like hilft uns sehr, weiterzumachen. Hinterlasse ein Like und abonniere den Kanal, um den Ausgang nicht zu verpassen. Jetzt geht es weiter mit dem Video. Marcos Erklärung war wie ein Erdbeben, das die Fundamente der Villa neu definierte. Die Oberschaffnerin und ihre beiden engsten Verbündeten, unfähig, die neue Hierarchie zu akzeptieren, kündigten noch am selben Tag und verließen das Haus mit derselben Bitterkeit, mit der sie gelebt hatten. Ihr Weggang war kein Verlust, sondern eine Reinigung. Die Luft wurde sofort leichter, atmungsaktiver. Das restliche Personal, das Marcos unerschütterliche Entschlossenheit und Sophias stille Anmut sah, passte sich schnell an und ersetzte Misstrauen durch einen neuen, aufrichtigen Respekt. Der kalte Krieg war vorbei. Marco verlor keine Zeit. Er begann, das von ihm geschaffene unpersönliche System abzubauen. Er gab Sophia nicht nur die Autorität, sondern auch die Freiheit, diese Villa von einem Luxus-Showroom in ein richtiges Zuhause zu verwandeln. Sophia tat dies mit ihrer gewohnten, diskreten Effizienz. Sie führte warme Farben, weiche Teppiche und Pflanzen ein, die die leeren Ecken füllten. Das Haus begann einen Geruch zu haben, den Geruch von frisch gebackenen Kuchen, frischen Blumen, von Leben. Und vor allem füllte es sich mit dem schönsten Klang, dem Lachen von Leo, der nun den Raum und die Freiheit hatte, einfach nur ein Kind zu sein. Ihre Zusammenarbeit wurde zum Mittelpunkt ihres Lebens. Marco beteiligte sich zum ersten Mal aktiv an der Führung seines Hauses und der Erziehung seines Sohnes. Und in diesem Prozess entdeckte er in Sophia nicht nur eine kompetente Hüterin, sondern eine intelligente und sensible Partnerin. Ihre abendlichen Gespräche, die begonnen hatten, um Leos Zeitpläne oder das Menü der Woche zu besprechen, wurden länger und reichten von Träumen für die Zukunft des Kindes bis hin zu Erinnerungen an ihre Vergangenheit, zu den Wunden, die beide in sich trugen. Sie entdeckten, dass sie zwei einsame Seelen waren, die sich auf die unwahrscheinlichste Weise gefunden hatten. Marco, der Mann, der schwimmende Festungen baute, um die Reichen vor der Welt zu schützen, fand seinen sicheren Hafen in einer Frau, die nichts als ihren Mut besaß. Sophia, die Frau, die ihre Familie verloren und gelernt hatte, niemandem zu vertrauen, fand einen Mann, der sie nicht nur beschützte, sondern auch ihre Stärke bewunderte und ihre Weisheit respektierte. Eine tiefe Liebe, geboren aus Respekt und Dankbarkeit, begann zwischen ihnen zu wachsen, still und stark wie das Meer. Es war Marco, der den ersten Schritt machte. Eines Abends, als sie Leo friedlich in seinem Bettchen schlafen sahen, wandte er sich an Sophia, seine Stimme unsicher vor einer Emotion, die er seit Jahren nicht mehr gefühlt hatte. »Sophia«, sagte er, »du hast nicht nur meinen Sohn gerettet, du hast mich gerettet. Du hast mich daran erinnert, was es bedeutet, etwas zu fühlen, was es bedeutet, ein Zuhause zu haben. Aber ich möchte nicht mehr, dass du nur die Hüterin dieses Hauses bist. Ich möchte, dass du seine Königin bist. An meiner Seite.« Er nahm ihre Hand und seine Berührung war warm, aufrichtig. »Ich möchte ein richtiger Vater für Leo sein. Und ich möchte, dass er mit einer richtigen Mutter aufwächst. Willst du mich heiraten, Sophia? Willst du meine Frau werden und eine Familie mit mir aufbauen?« Die Tränen, die über Sophias Gesicht liefen, waren nicht von Schmerz oder Dankbarkeit, sondern von einem Glück, das so rein und unerwartet war, dass es fast wie ein Traum schien. Ihre Antwort war ein geflüstertes Ja, ein Ja, das eine Zukunft versprach, von der sie nie zu träumen gewagt hatte. Sie heirateten ein Jahr später in einer einfachen, privaten Zeremonie auf der Terrasse der Villa, demselben Ort, an dem alles begonnen hatte. Es waren nur sie, der kleine Leo, der die Ringe trug, und das unendliche Meer als Zeuge. Es war das Siegel eines Neuanfangs, ein sich schließender Kreis. Inspiriert von Sophia und dem Bewusstsein, wie zerbrechlich das Leben ist, hörte Marco nicht auf. Gemeinsam gründeten sie die Leo-Stiftung, eine gemeinnützige Organisation, die kostenlose pädiatrische Erste-Hilfe-Kurse für Eltern, Lehrer und Kinderbetreuer in allen Küstengemeinden Italiens anbietet, insbesondere in den ärmsten und abgelegensten. Sophia wurde zur Seele des Projekts und verwandelte ihre aus einer Tragödie geborene Fähigkeit in ein Geschenk, das unzählige weitere Leben retten würde. 3 Jahre nach diesem schrecklichen Tag ist die Szene völlig anders. Wir sind an einem sonnigen Strand unweit der Villa. Eine Gruppe junger Eltern und Großeltern sitzt im Kreis auf dem Sand
um einen Ausbilder der Leo-Stiftung und übt leidenschaftlich an pädiatrischen Puppen. Sie lernen, nicht hilflos zu sein, nicht nur Zuschauer zu sein. In einiger Entfernung beobachten Marco und Sophia sie Hand in Hand. Sophia ist schwanger und ihr runder Bauch ist ein Versprechen auf neues Leben und neues Glück. Neben ihnen baut Leo, jetzt ein fast 4-jähriges, gesundes, glückliches und gesprächiges Kind, mit seinem Eimer eine aufwendige Sandburg. Irgendwann rennt Leo lachend auf sie zu und umarmt sie. »Mama, Papa, schaut, ich habe die stärkste Burg der Welt gebaut, um uns alle zu beschützen«, sagt er mit dem ernsten Stolz seiner fast 4 Jahre. Marco nimmt ihn auf den Arm und küsst ihn auf die Stirn. »Du bist ein kleiner Held, genau wie Mama«, sagt er und sieht Sophia mit einer Liebe und Bewunderung an, die die Zeit nur vertieft hat. In diesem Moment, in dieser einfachen Familienszene, liegt der ganze Sinn ihrer unglaublichen Reise. Die Tragödie, die sie fast zerstört hätte, war zu einem Vermächtnis der Hoffnung geworden, das sich ausbreitete, andere Leben rettete, andere Helden schuf. Sie hatten bewiesen, dass selbst aus dem tiefsten Schmerz die größte Schönheit entstehen kann und dass der Wert eines Menschen nicht an dem gemessen wird, was er besitzt, sondern an dem, was er zu geben bereit ist. Und der größte Held ist manchmal einfach die Person, die, wenn alle anderen von Angst gelähmt sind, den Mut hat zu rennen. Und nun eine Frage an euch. Glaubt ihr, die Nanny hätte angezeigt werden sollen, oder war die Kündigung eine ausreichende Strafe für ihre Fahrlässigkeit? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren. Hinterlasst ein Like, wenn ihr glaubt, dass Wissen und Mut die kostbarsten Eigenschaften sind. Abonniert für mehr Geschichten, in denen unerwartete Helden die Welt verändern. Kommentiert ein unerwarteter Held, wenn auch ihr von diesem Ende berührt seid. Inicio da Versão M. Français. Français. La petite cuillère tomba des lèvres du petit Léo avec un tintement sec sur le sol en marbre, un son métallique qui déchira le calme de la terrasse, surplombant la mer de Sardaigne. Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent, emplis d'une peur soudaine et sans nom, tandis que sa poitrine commençait à se soulever dans une lutte désespérée pour l'air. Ses lèvres, un instant plus tôt rouges de yaourt à la fraise, viraient à un bleu sombre et terrifiant, la couleur de l'oxygène qui s'évanouit. Alessandro Moretti se leva d'un bond, la panique lui glaçant le sang dans les veines, renversant sa chaise. « Léo! Oh mon Dieu, Léo !» hurla-t-il, se précipitant vers son fils qui perdait déjà connaissance dans ses bras. Isabella, sa splendide fiancée, poussa un cri aigu, une performance parfaite d'angoisse étudiée, portant ses mains à son visage dans un geste théâtral. Mais depuis la cuisine, où elle finissait de débarrasser, Sophia, la domestique, vit la scène et sentit une terreur d'une nature complètement différente lui glacer les os. Ce n'était pas la panique aveugle d'un parent, c'était la reconnaissance froide et lucide d'un savoir ancien, une empreinte de mort qu'elle ne connaissait que trop bien. Cela ne pouvait pas être une simple crise d'asthme, les symptômes étaient trop rapides, trop violents. Quelque chose de terrible se produisait et elle sentit que le temps s'épuisait. La villa, en Sardaigne, était un chef-d'œuvre de design minimaliste, un cube de verre et de ciment blanc niché dans la nature sauvage. Les immenses parois de cristal s'ouvraient sur la mer scintillante et le maquis méditerranéen. Mais à l'intérieur, le luxe était froid, stérile, presque clinique. C'était le reflet parfait de la vie d'Alessandro, un milliardaire de 45 ans qui, depuis la perte de sa femme, s'était enfermé dans un deuil silencieux. Il avait comblé le vide de son existence avec le travail et, plus récemment, avec la beauté éblouissante et apparemment parfaite d'Isabella, un remède superficiel pour une blessure profonde. Isabella De Luca, 35 ans, était la perfection incarnée, un sourire charmant qui n'atteignait jamais ses yeux, une élégance étudiée dans chaque geste, la future épouse idéale pour un homme de son calibre. Mais derrière cette façade impeccable se cachait une âme aride, consumée par l'avidité. Elle voyait le petit Léo, un enfant doux mais fragile de 6 ans, affligé d'allergies et d'asthme, non pas comme un futur beau-fils à aimer, mais comme le seul et agaçant obstacle entre elle et la fortune totale et incontestée de la famille Moretti. Un problème à éliminer discrètement. Sophia Marino était l'âme silencieuse et presque invisible de cette maison. À 32 ans, ses yeux attentifs voyaient tout. La fragilité croissante de Léo, l'aveuglement émotionnel d'Alessandro et le vide prédateur derrière le sourire d'Isabella. Elle avait grandi avec sa grand-mère,
une herboriste respectée et crainte, dans les montagnes escarpées de la Barbagia. D'elle, elle avait appris les secrets les plus profonds des plantes, celles qui apaisent la fièvre, celles qui calment la douleur, et celles qui, silencieuses et belles dans les jardins, peuvent arrêter le cœur d'un homme. Un savoir qu'elle portait en elle comme un trésor et une malédiction. Ce jour-là, la tragédie éclata pendant le déjeuner, servi sur la terrasse balayée par le vent. Léo mangeait un yaourt qu'Isabella lui avait amoureusement offert, insistant pour le lui donner elle-même. Un geste d'affection aussi rare que suspect. Les symptômes furent rapides, terrifiants, beaucoup plus violents qu'une crise d'asthme normale à laquelle l'enfant était malheureusement sujet. Tandis qu'Alessandro, désespéré et complètement impuissant, appelait l'ambulance, sachant qu'il faudrait au moins 20 interminables minutes pour atteindre leur villa isolée, Sofia agit, poussée par un instinct plus fort que la peur. Elle ne pouvait pas attendre les secours. Elle savait, avec une certitude qui lui glaçait les os, qu'il n'avait pas 20 minutes, peut-être même pas 5. La cyanose, la paralysie respiratoire, c'était un empoisonnement rapide et mortel. Pendant qu'Isabella feignait de consoler Alessandro, Sofia élaborait déjà un plan désespéré, une course contre la montre basée sur une connaissance qui, dans une salle de tribunal, aurait été qualifiée de sorcellerie, mais qui là, à ce moment, était le seul espoir de salut pour le petit, Léo. Les symptômes, la rapidité, la couleur des lèvres. Son esprit courut aux leçons sévères de sa grand-mère, aux histoires murmurées devant le feu sur d'anciens poisons utilisés par les bergers pour des vengeances silencieuses. Elle reconnut les signes, et elle comprit que ce n'était pas une allergie ni un malaise soudain, c'était une attaque délibérée, c'était un empoisonnement, et elle devait agir immédiatement, avant que le poison n'atteigne le cœur et ne l'arrête pour toujours. Elle ne savait pas encore qui était le coupable, mais elle connaissait la signature chimique du tueur silencieux. Ignorant le chaos et les cris d'Isabella, elle courut dehors, vers le petit jardin d'herbes aromatiques qu'elle entretenait elle-même avec amour à l'arrière de la villa. Elle ne se dirigea pas vers la menthe ou le romarin. Elle alla droit à un coin isolé où poussaient des plantes que sa grand-mère lui avait appris à cultiver pour la connaissance, non pour l'usage. Des plantes qui contenaient de puissants antidotes, mais qui étaient elles-mêmes dangereuses si elles étaient mal utilisées. C'était un pari terrible, mais le seul qu'elle pouvait faire. Elle arracha une poignée de feuilles d'une plante spécifique, une plante aux feuilles brillantes et aux fleurs discrètes, que la plupart des gens auraient ignorée. Ses mains ne tremblaient pas. Son esprit était un scalpel, lucide, froid, concentré. Elle retourna en courant à la cuisine, jeta les feuilles dans un vieux mortier, en marbre qu'elle utilisait pour le pesto. Un objet humble qui allait devenir un instrument de vie ou de mort. Avec des gestes rapides et précis, presque rituels, elle les broya avec un filet d'eau, créant un extrait vert foncé, grossier mais puissant. L'odeur amère et piquante emplit ses narines, l'odeur du salut ou de sa propre perte. Si elle s'était trompée, elle aurait pu aggraver la situation, tuant elle-même l'enfant qu'elle essayait de sauver. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir. Il n'y avait que le temps d'agir. Elle retourna en courant dans le salon, où Léo était maintenant presque inconscient dans les bras de son père, sa respiration un râle à peine perceptible, son petit corps flasque. Elle s'agenouilla, essayant de lui ouvrir la bouche pour lui administrer le liquide. C'est alors qu'Isabella intervint, sa fausse inquiétude se transformant en une rage furieuse, voyant son plan s'effondrer. « Que fais-tu, stupide paysanne ignorante » cria-t-elle, essayant de lui arracher le bol des mains. « Tu veux le tuer avec tes potions de sorcière ? Laisse-le tranquille, les médecins arrivent !» Sa réaction était trop violente, trop désespérée pour n'être que de l'inquiétude. C'était la panique d'un assassin qui voit sa victime revenir à la vie. Sofia se leva, lui faisant face. Et pour la première fois, son regard doux et soumis avait disparu, remplacé par un acier froid qui fit même reculer Isabella. Sa voix, quand elle parla, était basse, mais chargée d'une autorité millénaire qui fit taire la pièce, une autorité qui ne venait pas de sa position sociale, mais de sa connaissance. « C'est la seule chose qui puisse le sauver, » dit-elle, et ses yeux se posèrent sur Alessandro, le clouant sur place par leur intensité, le forçant à écouter. Il a été empoisonné, avec du laurier rose. Je reconnais l'odeur douceâtre sur son haleine, une odeur d'amande amère que son asthme ne pourrait jamais produire. Et moi, ajouta-t-elle, sa voix se brisant à peine sous le coup de l'émotion et de la colère refoulée, je connais l'antidote.
Le mot laurier rose tomba dans la pièce comme une sentence, une plante ornementale commune dans tous les jardins de la villa, avec ses belles fleurs roses et blanches, magnifiques et mortelles. Une arme parfaite à la portée de n'importe qui. Isabella pâlit visiblement. Pendant une fraction de seconde, son visage parfait fut traversé par un éclair de pure panique, une expression de culpabilité si évidente que ce fut comme une confession silencieuse lue par tous. Elle avait commis une erreur fatale. Elle avait terriblement sous-estimé cette domestique silencieuse qui se déplaçait dans les pièces comme une ombre. Alessandro était paralysé, son cerveau en court-circuit, suspendu entre deux abîmes de terreur. La logique lui hurlait d'attendre les médecins, la science, la rationalité. Mais son fils mourait dans ses bras, et le temps était écoulé. Il sentait le petit corps devenir de plus en plus froid, la respiration de plus en plus faible. Il regarda la certitude glaçante et désespérée dans les yeux de Sofia, puis il regarda la terreur mal dissimulée et coupable dans ceux d'Isabella. Et à cet instant, son cœur prit une décision que son esprit ne pouvait pas encore comprendre. Un pur et primordial instinct de père luttant pour son petit. « Laisse-la faire », rugit-il à Isabella, avec une force qu'il ne se croyait pas posséder, une voix qui venait du plus profond de son âme. Son cri rompit le charme. Isabella recula comme si elle avait été frappée, réduite au silence par sa fureur soudaine, son plan s'effritant entre ses doigts. Avec la permission tacite du père, Sofia s'agenouilla à nouveau. Avec des doigts délicats mais fermes, elle réussit à faire ingérer à Léo quelques gouttes de son antidote amer, priant tous les saints qu'elle connaissait, et surtout l'esprit de sa grand-mère, qu'il ne soit pas trop tard. Ces quelques minutes, avant l'arrivée lointaine des sirènes, furent les plus longues et les plus silencieuses de leur vie. Alessandro tenait son fils, le sentant froid contre sa poitrine, impuissant. Sofia tenait son poignet, sentant le pouls faible et irrégulier, un papillon piégé entre ses doigts, espérant le sentir se renforcer. Et Isabella les regardait, la panique se transformant à nouveau en calcul froid. Son esprit travaillait déjà fiévreusement, tordant les faits, créant un nouveau mensonge, un nouveau piège diabolique pour se sauver. Sa première victime avait survécu pour l'instant. Sa seconde, Sofia, était sur le point de tomber dans son filet. Elle savait comment manipuler les hommes, comment utiliser sa beauté et sa position sociale. La bataille pour la vie de Léo venait de commencer, et avec elle, une bataille bien plus sombre pour la vérité, une lutte entre le savoir ancien et la méchanceté moderne, entre l'humble sagesse de la terre et l'arrogance de l'argent. Mais Sofia ne savait pas encore que le monde moderne a ses propres règles et que sa connaissance était sur le point de devenir sa principale accusation. Le son des sirènes se fit plus fort, une plainte qui approchait, apportant avec elle la science, la loi et un nouveau et terrible niveau de danger pour Sofia. Elle ne savait pas encore qu'elle venait de signer sa condamnation aux yeux du monde. Elle avait sauvé un enfant, mais maintenant, elle devait se sauver d'une accusation qu'elle n'aurait jamais imaginée. La maison, autrefois seulement froide, était devenue un lieu de poison, à la fois littéraux et métaphoriques. Et Sofia se trouvait exactement au centre, avec un enfant innocent dans une main et une terrible vérité dans l'autre, une vérité que personne, peut-être, ne la croirait. La porte s'ouvrit en grand, et les ambulanciers entrèrent avec leur équipement. Mais ils n'apportaient pas seulement une civière et des défibrillateurs, ils apportaient avec eux le doute, le soupçon et le début d'un cauchemar juridique qui mettrait à l'épreuve toute leur certitude. Si cette histoire a déjà touché votre cœur, laissez un like pour soutenir notre travail. Que Dieu vous bénisse. L'arrivée des ambulanciers fut une explosion de professionnalisme dans ce chaos émotionnel. Ils se déplacèrent avec une rapidité quasi brutale, branchant Léo à un moniteur, lui administrant de l'oxygène et des médicaments par voie intraveineuse. Alors qu'ils le chargeaient sur l'ambulance pour la course désespérée vers l'hôpital, le médecin-chef s'adressa à Alessandro, encore sous le choc, sa chemise tachée de yaourt et d'extrait d'herbe. « Vous avez eu une chance incroyable », dit-il, sa voix sérieuse et sans fioriture. « Quoi que vous lui ayez donné, un antidote végétal brut d'après les premières constatations, cela a ralenti l'absorption de la toxine cardiaque. Cela lui a probablement sauvé la vie, nous donnant le temps d'arriver. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air de la terrasse, chargés d'un poids énorme. Alessandro regarda Sofia, dont la connaissance ancestrale, presque magique, venait d'accomplir un miracle contre toute logique scientifique. Mais Isabella,
rusé comme un serpent, vit dans ces mêmes mots non pas un salut, mais une occasion en or, une façon de retourner l'échiquier en sa faveur, en utilisant la gratitude d'Alessandro comme une arme. La survie de Léo était un problème, mais la chute de Sofia pouvait être sa solution définitive. Il lui suffisait d'agir vite et intelligemment. À l'hôpital, alors que Léo était stabilisé dans l'unité de soins intensifs, entouré de machines qui émettaient des bips rassurants, la police arriva. La villa avait été isolée, bouclée, traitée comme une scène de crime. L'interrogatoire commença dans une petite salle froide et anonyme, éclairée par une lumière au néon qui rendait tout le monde plus pâle, plus fatigué et d'une certaine manière plus coupable. La beauté et la richesse étaient restées à l'extérieur, ne laissant que la dure réalité d'une enquête pour tentative de meurtre. Isabella, maîtresse de la manipulation et de la victimisation, joua son rôle à la perfection. Elle pleurait des larmes silencieuses, se tordait les mains couvertes de bijoux, son visage un chef-d'œuvre de douleur et d'inquiétude pour le petit Léo. « C'est elle », sanglota-t-elle en désignant une Sofia épuisée et encore bouleversée, assise en face d'elle. La domestique. Elle est obsédée par Léo et elle fait des choses étranges, effrayantes. L'accusation était si directe, si pleine d'émotions feintes, qu'elle semblait presque crédible. L'inspecteur, un homme pragmatique et sceptique nommé Fabri, la pressa avec une patience étudiée, habituée à toutes sortes de drames familiaux. « Quel genre de choses étranges, Madame de Luca? Soyez plus précise, s'il vous plaît. » Son ton était neutre, mais ses yeux perçants ne manquaient aucun détail, aucun tremblement dans les voix des personnes présentes. « Des herbes, des potions, des trucs de la campagne, » dit Isabella, utilisant des mots étudiés pour paraître crédible et naïve, comme si elle décrivait un monde sombre et incompréhensible. « Elle a un jardin à l'arrière plein de plantes vénéneuses. Je viens de le découvrir. Je l'ai vue faire des infusions, parler toute seule aux plantes. Peut-être qu'elle a empoisonné Léo pour pouvoir ensuite le sauver et passer pour une héroïne à vos yeux, Alessandro. Pour obtenir votre gratitude, votre argent, c'est une manipulatrice. » L'accusation était aussi absurde que diabolique, construite avec une logique perverse, qui pouvait facilement prendre racine dans un esprit bouleversé par la panique et la douleur. Et à ce moment-là, c'était la parole d'une riche et respectée mondaine, la future Madame Moretti, contre celle d'une humble domestique sarde, dont le seul crime était de trop bien connaître la nature, celle qui guérit comme celle qui tue. Épuisée et sous le choc, Sofia tenta de se défendre, d'expliquer le savoir de sa grand-mère, un don, précieux transmis de mère en fille depuis des générations. Mais ces mots, pleins de références à des traditions anciennes et à des remèdes naturels, sonnaient confus, superstitieux, presque comme un aveu de culpabilité face à la logique froide et sceptique de la loi. Elle avait l'impression de parler une langue que personne ne pouvait ou ne voulait comprendre. Alessandro était déchiré par un doute déchirant, un conflit qui le détruisait de l'intérieur. Son cœur, son instinct de père, lui disait que Sofia était innocente, qu'elle avait sauvé son fils avec un courage et une connaissance incroyables, un véritable miracle. Mais son esprit, entraîné par des années de cynisme et de trahison dans le monde des affaires, était terriblement vulnérable au doute. « Sofia connaît les plantes », dit-il à l'inspecteur, sa voix incertaine, presque un aveu qui sonnait comme une condamnation. « Mais elle ne ferait jamais, jamais de mal à Léo. Elle l'aime comme si c'était son propre fils. C'est elle qui t'a élevé. » Ces paroles étaient une faible défense, presque une prière. « L'amour devient parfois une obsession, monsieur Moretti », répliqua l'inspecteur Fabri avec une froideur professionnelle qui n'admettait aucune réplique, notant quelque chose dans son carnet. La situation de Sofia devenait mauvaise, très très mauvaise. L'héroïne se transformait, aux yeux de la loi, en principale suspecte. Dans les jours qui suivirent, alors que Léo se remettait lentement mais sûrement à l'hôpital, la villa devint un lieu de suspicion et de silence glacial. Sofia fut confinée dans ses quartiers, formellement pas en état d'arrestation, mais de fait prisonnière, en attendant que l'enquête suive son cours. Il lui fut interdit de voir Léo, une torture psychologique pire que n'importe quelle cellule de prison, une douleur sourde et constante. Isabella, en revanche, prit le contrôle total de la situation et de la maison. Elle était toujours aux côtés d'Alessandro, jouant le rôle de la fiancée forte et solidaire, son ancre dans la tempête, la seule personne en qui il pouvait avoir confiance. Mais la nuit, quand il s'effondrait dans un sommeil épuisé et plein de cauchemars, sa vraie nature émergeait.
Elle commença à démanteler systématiquement, avec une cruauté méthodique, le petit monde de Sofia. Sous prétexte de sécuriser la propriété contre tout danger, elle donna l'ordre au jardinier de déraciner complètement le jardin d'herbes de Sofia. Chaque plante, médicinale ou non, fut arrachée et brûlée dans un coin du parc. Elle qualifia ce lieu de repère de sorcellerie, un danger inacceptable pour la sécurité de l'enfant, et s'assura qu'Alessandro voit la fumée s'élever vers le ciel. Puis elle s'attaqua aux effets personnels, aux petites traces que Sofia avait laissées dans la maison. Elle jeta les petits objets que la domestique avait fabriqués à la main pour Léo, ses dessins d'animaux accrochés dans la cuisine avec un aimant, ses livres de contes sardes qu'elle lui lisait le soir. Chaque geste était un acte d'effacement, une façon d'éliminer l'influence et la mémoire de Sofia de la maison, et surtout de la vie d'Alessandro. Sofia, depuis la fenêtre de sa chambre, voyait son jardin détruit, la terre nue et brûlée, et sentait son cœur se briser en 1000 morceaux. Elle se sentait impuissante, piégée, comme une de ces plantes déracinées et jetée au feu. Sa connaissance, son don le plus précieux, avait été transformée en une arme contre elle, la preuve de sa prétendue culpabilité. La gratitude d'Alessandro qu'elle avait vu briller si clairement dans ses yeux, à ce premier moment sur la terrasse, s'était transformée en un doute angoissant qui le rendait distant et froid, comme le marbre de ses sols. Alessandro vivait dans un entre-deux de douleur et de confusion. Il allait à l'hôpital, passait des heures à regarder son fils dormir, un miracle vivant qui respirait tranquillement, puis rentrait dans cette maison froide et silencieuse qu'il ne sentait plus comme la sienne. Isabella était toujours à ses côtés, une présence constante, lui murmurant à l'oreille, empoisonnant ses pensées goutte à goutte. « Tu vois, mon chéri, sans elle, la maison est plus sûre, plus calme, » disait-elle en lui caressant la main de ses doigts froids. « Nous devons protéger Léo à tout prix. Cette femme est instable. Sa connaissance est dangereuse précisément parce qu'elle n'est pas contrôlée. Ce n'est pas de la science, c'est de la superstition. Et la superstition n'apporte que des ennuis. Nous l'avons vu. » Ces paroles étaient comme des gouttes d'eau qui, jour après jour, creusent la roche la plus dure. Alessandro commença à douter de lui-même, de sa propre perception, de son instinct. Et si Isabella avait raison? Et si son désir de croire en Sofia, en l'héroïne inattendue, l'aveuglait, le rendant vulnérable à une manipulation encore plus subtile? La peur de se tromper à nouveau, de mettre une fois de plus son fils en danger, était paralysante. Il se sentait faible, confus, un homme puissant réduit à une marionnette entre les mains de deux femmes dont l'une devait forcément être une menteuse. Mais laquelle? Isabella comprit que c'était le moment de clore la partie, de porter le coup de grâce. La police enquêtait toujours, mais était dans une impasse, sans preuve concrète. Elle avait besoin de quelque chose de définitif, d'une pièce maîtresse pour piéger Sofia une fois pour toutes. Et, comme toujours, elle décida de la créer. Elle savait que Sofia gardait dans sa chambre un vieux livre d'herboristerie de sa grand-mère, un cahier usé écrit à la main, plein de notes et de dessins de plantes. C'était son trésor le plus précieux, l'héritage de sa famille, le symbole de sa connaissance, et il allait devenir sa condamnation. Une nuit, alors que Sofia dormait d'un sommeil agité et plein de cauchemars, Isabella utilisa un passe-partout qu'elle avait subtilisé au gardien pour entrer dans sa chambre. Elle se déplaça comme une ombre, sa respiration contrôlée, son cœur battant un rythme froid d'excitation pour sa propre audace. Elle trouva le livre sur la petite table de chevet, avec des doigts attentifs, couverts d'un gant fin pour ne pas laisser d'empreinte. Elle l'ouvrit. Puis, de sa poche, elle sortit un stylo-plume à l'encre sépia qui imitait l'ancienne. D'une écriture qui tentait maladroitement de copier celle, soignée de Sofia, elle ajouta une nouvelle page au livre. Sur cette page, elle dessina une fleur de laurier rose, avec des détails presque enfantins, comme si cela avait été fait à la hâte, et à côté elle écrivit des notes dans un sarde approximatif et délibérément agrammatical. Petite dose, grande faiblesse. Dose moyenne, sommeil profond comme la mort. Forte dose. Elle laissa la phrase en suspens, une menace glaçante. Puis, avec soin, elle remit le livre à sa place, parmi les quelques affaires de Sofia. Le lendemain, avec un jeu d'actrice consommé, elle se rendit chez l'inspecteur. « Fabri, inspecteur, dit-elle, la voix brisée par de faux sanglots, les mains tremblantes. J'ai un terrible soupçon, une pensée qui me tourmente la nuit. Peut-être devriez-vous fouiller la chambre de la domestique.
J'ai une peur terrible de ce que vous pourriez trouver. La police, disposant maintenant d'un motif valable et d'une demande formelle de la part de la victime présumée, obtint facilement un mandat de perquisition. L'opération fut rapide, presque une formalité. Et, bien sûr, ils trouvèrent le livre. La page ajoutée par Isabella fut comme un aveu signé, la preuve reine qu'ils cherchaient, le pistolet fumant. Lorsque l'inspecteur montra le livre à Alessandro, celui-ci sentit le monde s'effondrer sous ses pieds. Le dessin, les notes, cela semblait une preuve accablante, un plan prémédité et diabolique. Son dernier et faible doute s'éteignit, remplacé par une terrible et amère certitude. Il s'était trompé. Il avait cru une manipulatrice, un monstre. Sofia fut emmenée par la police pour un interrogatoire formel, cette fois en garde à vue, sous l'accusation de tentative de meurtre. Alors qu'elle traversait le salon, escortée par 2 agents, ses yeux croisèrent ceux d'Alessandro. Dans ce regard, elle ne lut plus le doute, mais une déception froide et distante. Ce fut cela, plus que les menottes invisibles, qui lui brisa définitivement le cœur. Isabella s'approcha d'elle, alors que les agents la tenaient par le bras, feignant de lui dire au revoir. D'un geste, « Je t'avais dit que je te détruirais », lui siffla-t-elle à l'oreille, sa voix un triomphe venimeux qu'elle seule pouvait entendre. « Maintenant, Alessandro est à moi, et tu pourriras dans une cellule pour le reste de ta vie. » Sofia se sentit sombrer dans un abîme sombre et sans fond. Elle était seule, accusée d'un crime horrible, trahie par l'homme qu'elle avait tenté d'aider de toutes ses forces. Tout espoir était perdu. Le mensonge d'Isabella avait gagné, et la vérité était enterrée, comme les racines de son jardin détruit. C'était le point le plus bas, le moment où l'obscurité semblait avoir tout englouti. Le poste de police était gris, l'air vicié par l'odeur de désinfectant et de désespoir humain. Sofia était assise dans une salle d'interrogatoire dépouillée, les paroles de l'inspecteur Fabri ricochant dans sa tête comme des balles de glace. Le livre, la page manuscrite, l'accusation formelle de tentative de meurtre. C'était un cauchemar éveillé dont elle ne parvenait pas à sortir. Elle ne cessait de répéter la vérité, mais sa voix n'était qu'un murmure contre l'ouragan des preuves fabriquées contre elle, une vérité que personne ne semblait vouloir écouter. Dans sa villa, Alessandro errait dans les pièces silencieuses, se sentant comme un fantôme dans sa propre vie, un roi dans un royaume de cendres. La déception était un goût amer dans sa bouche, âcre comme la fumée d'un incendie. Il avait cru Sofia, s'était ouvert à elle, et elle l'avait trahi de la manière la plus terrible. Isabella était à ses côtés, une présence constante et rassurante, son rocher dans cette tempête, mais quelque chose au fond de son âme n'était pas en paix. Un petit caillou dans la chaussure de sa certitude le tourmentait. Ce quelque chose était une image, un souvenir d'une fraction de seconde que son esprit ne cessait de rejouer. L'image du visage d'Isabella, à ce premier moment chaotique sur la terrasse, lorsque Sofia avait prononcé avec tant d'assurance le mot « laurier rose ». Ce n'était pas une expression de surprise, c'était une panique pure et incontrôlée, un souvenir presque effacé par le chaos qui a suivi, mais qui maintenant, dans le silence assourdissant de la maison, remontait à la surface, insistant et agaçant, comme une alarme qu'on ne peut éteindre. Il décida de faire quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Il s'enferma dans son immense bibliothèque, non pas pour lire, mais pour chercher. Il alluma l'ordinateur, il commença à faire des recherches sur le laurier rose, se plongeant dans des articles de botanique et de toxicologie, lisant des cas cliniques et d'anciens remèdes. Il découvrit que c'était l'une des plantes les plus toxiques de la Méditerranée, mais il découvrit aussi autre chose. Un détail, un petit détail crucial qui changea tout. Il lut que le poison du laurier rose, s'il est ingéré, laisse une odeur particulière, douceâtre et presque amandée dans l'haleine de la victime. Une odeur subtile, qu'un profane, surtout dans la panique, ne remarquerait jamais. Mais lui, dans ces moments de terreur, n'avait rien senti. Sofia, si. Elle l'avait dit avec une clarté désarmante. Je reconnais l'odeur douceâtre sur son haleine. Comment pouvait-elle le savoir, si c'était elle qui l'avait administré? C'était un détail trop spécifique, trop authentique pour faire partie d'un mensonge. Le doute, qu'il croyait avoir enfin étouffé, lui mordit à nouveau le cœur, plus fort et plus affamé qu'auparavant. Il commença à réfléchir, à rassembler les pièces du puzzle, mais d'une perspective complètement différente. La froideur d'Isabella, sa hâte presque obscène d'accuser, la destruction rituelle du jardin de Sofia. Et puis,
Il se souvint d'autre chose, un autre détail enfoui dans sa mémoire. Le jour de l'empoisonnement au déjeuner, Isabella avait insisté pour donner elle-même le yaourt à Léo. Un geste étrange, étant donné qu'elle ne s'était jamais vraiment intéressée à son alimentation, et il se souvint de l'avoir vue peu de temps avant revenir du jardin, où elle admirait les fleurs, comme elle l'avait dit. Et il se souvint qu'elle avait porté ses élégants gants de jardinage en cuir fin. Une idée folle, une hypothèse terrifiante, commença à prendre forme dans son esprit, reliant tous les points épars. Il se leva brusquement de son fauteuil en cuir, le cœur battant fort, non plus de peur, mais d'une nouvelle et terrible lucidité. Il n'y avait qu'une seule façon de savoir la vérité, de confirmer son horrible soupçon. Il prit les clés de sa voiture et sortit en courant de la villa, laissant Isabella surprise et confuse sur la terrasse, un verre de vin à la main. Il conduisit jusqu'au poste de police comme un fou, ignorant les limitations de vitesse. Il demanda à parler d'urgence à l'inspecteur Fabry. « Il y a une chose que nous n'avons pas vérifiée, » dit-il, sa voix chargée d'une nouvelle énergie fiévreuse qui surprit le policier. « Le pot de yaourt. L'avez-vous encore? Parmi les pièces à conviction ?» L'inspecteur, perplexe mais intrigué par cette étrange demande, l'emmena à l'entrepôt des preuves. Le pot était là, dans un sac en plastique scellé, un petit objet insignifiant qui contenait maintenant le destin de tous. « Je veux que vous le fassiez analyser à nouveau, dit Alessandro, mais ne cherchez pas le poison seulement à l'intérieur, cherchez-le aussi à l'extérieur, sur le bord et sur le manche de la cuillère. Pourquoi ferions-nous cela ?» demanda l'inspecteur, son esprit logique n'arrivant pas à suivre ce saut intuitif. Alessandro le regarda droit dans les yeux, et dans ce regard, il y avait la froide lucidité d'un homme qui venait de voir la vérité nue et crue. Parce que le poison n'a pas été mélangé au yaourt. Cela aurait altéré le goût, et mon fils, qui est très difficile, ne l'aurait jamais mangé. Il a été soigneusement étalé là où seules les lèvres et les mains d'un enfant auraient pu le toucher. Puis, il lâcha la bombe, la preuve finale qui démasquerait Isabella et sauverait Sofia. Et il y a autre chose. Mon fils, Léo, est gravement allergique au latex. Quiconque s'occupe de lui comme Sofia sait qu'on ne peut jamais utiliser de gants pour toucher sa nourriture. Il faut toujours se laver les mains avant. La seule personne que j'ai vue manipuler ce pot avec des gants de jardinage, ce jour-là, c'est Isabella. La logique de sa déduction était glaçante et impeccable. S'il trouvait des traces de poison à l'extérieur du pot, et si les seules empreintes digitales trouvées sur le pot étaient celles d'Isabella, imprimées à travers le tissu fin de ses gants, la vérité éclaterait. Le piège d'Isabella n'était pas parfait. Elle avait laissé une trace invisible, une erreur fatale. L'inspecteur Fabry comprit immédiatement. Son expression changea, son esprit de policier assemblant les pièces du puzzle en une nouvelle et terrible image. Il ordonna que les analyses soient effectuées de toute urgence, cette fois avec une direction claire et précise. Pendant qu'ils attendaient, Alessandro demanda à voir Sofia. Il la trouva dans la même pièce dépouillée, son visage marqué par la fatigue et la résignation la plus profonde. Quand elle le vit, un éclair de douleur traversa ses yeux, comme si sa seule présence était une autre accusation, une autre déception. « Je suis désolé, Sofia, » dit-il, sa voix brisée par le remords. « J'ai douté de toi. J'ai été un aveugle, un idiot. » Il lui raconta sa théorie, ses soupçons, la nouvelle enquête qu'il avait demandée. Et pour la première fois depuis des jours, une lueur d'espoir, fragile mais tenace, s'alluma dans les yeux de Sofia, une petite lumière dans l'obscurité. Quelques heures plus tard, l'inspecteur Fabry entra dans la pièce. Il tenait 2 rapports à la main, son visage impassible, mais ses yeux disaient tout. « Monsieur Moretti, » dit-il, d'un ton qui était maintenant chargé d'un nouveau respect. « Vous aviez raison, sur toute la ligne. Le poison se trouvait exactement là où il l'avait dit, en traces infimes mais sans équivoque. Et les analyses graphologiques sur le livre de la grand-mère de Sofia avaient révélé, sans l'ombre d'un doute, que la page incriminée avait été écrite avec une encre chimiquement différente et par une main différente. L'écriture était une imitation maladroite et grossière. Le piège d'Isabella était complètement, irrémédiablement démasqué. Isabella fut convoquée au poste sous prétexte de devoir signer des documents pour la libération de Sofia. Quand elle entra dans la salle d'interrogatoire et vit Alessandro, Sofia et l'inspecteur qui l'attendaient, avec les rapports étalés sur la table comme les cartes d'une main perdante, elle comprit que le jeu était terminé. Elle essaya de nier, de pleurer, de manipuler une dernière fois, sa performance la plus désespérée et pathétique.
Mais face aux preuves accablantes, son château de mensonges s'effondra misérablement, révélant les fondations pourries de haine et d'avidité sur lesquelles il avait été construit. Acculé, sa façade se brisa, révélant le monstre qui se cachait sous sa peau parfaite. « Je l'ai fait, oui », siffla-t-elle, son visage tordu en une grimace de haine pure. Cet enfant était un obstacle, une erreur. Tu devais être à moi seul, Alessandro, et cette stupide paysanne te prenait loin de moi. J'ai fait ce que je devais faire. Sa confession, si crue et sans remords, glaça le sang de toutes les personnes présentes. Elle fut arrêtée immédiatement pour tentative de meurtre et calomnie. Alors qu'on l'emmenait, elle lança un dernier regard venimeux à Sofia. Mais Sofia ne la regardait plus. Ses yeux étaient fixés sur Alessandro, dans un mélange de gratitude et d'un sentiment nouveau, plus profond, qui naissait sur les cendres de cette terrible tragédie. Aimez-vous cette histoire? Votre like nous aide beaucoup à continuer. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la fin. Maintenant, nous continuons la vidéo. L'arrestation d'Isabella fut comme un tremblement de terre qui, après avoir secoué la terre jusqu'à ses fondations, laisse derrière lui un paysage méconnaissable. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans l'élite, devenant le scandale de l'été, le conte de fées noires murmuré dans les salons mondains. Mais à l'intérieur de la villa, une fois les journalistes partis, un silence différent s'installa, non plus chargé de tension, mais d'une gêne profonde et d'un besoin désespéré de guérison. Alessandro se sentit complètement vidé. La révélation de la vraie nature d'Isabella ne lui apporta aucun sentiment de triomphe, mais une tristesse profonde et amère. Il réalisa à quel point il avait été aveugle, à quel point sa douleur l'avait rendu vulnérable à la manipulation la plus grossière. Sa plus grande faute, sentait-il, était d'avoir douté de Sofia, de l'avoir presque sacrifiée sur l'autel de sa propre et coupable naïveté. Il aurait pu perdre son fils et détruire une vie innocente. Le jour où Sofia fut officiellement libérée et blanchie de toute accusation, c'est lui-même qui alla la chercher au poste de police. Le trajet de retour vers la villa fut silencieux, chargé de tous les mots qu'il ne parvenait pas à dire. Un silence lourd comme une pierre. Quand ils arrivèrent, il la conduisit dans son bureau, le même endroit où, quelques jours plus tôt, il l'avait regardée avec suspicion et déception. « Sofia », lui dit-il, sa voix pleine d'un remords sincère et tangible, sans chercher d'excuses. « Aucun mot, aucun geste ne pourra jamais effacer ce que je t'ai fait subir. Je t'ai accusé, je t'ai abandonné au moment où tu avais besoin d'aide. Je te demande pardon, même si je sais parfaitement que je ne le mérite pas. » Il s'attendait à de la colère, du ressentiment, mais il n'était pas préparé à sa réaction. Sofia le regarda. Elle ne vit pas un milliardaire puissant s'excusant auprès de sa servante, mais un homme blessé, faisant face à ses démons tout comme elle. « La seule chose qui compte, c'est que Léo aille bien, » répondit-elle avec une simplicité qui le désarma complètement, « et que la vérité est éclatée. Le reste n'est que de l'eau qui a coulé sous les ponts. » Sa capacité à pardonner, son absence totale de rancune, frappèrent Alessandro plus que toute autre chose. Il comprit à ce moment-là que la vraie force, la vraie noblesse, ne résidait pas dans son compte en banque ou son pouvoir, mais dans la gentillesse et la résilience inébranlable de cette femme qui avait affronté l'enfer et en était sortie le cœur encore intact. À partir de ce jour, les choses changèrent radicalement, de manière irréversible. Alessandro ne lui demanda pas de redevenir sa domestique. C'eût été une insulte, une négation de tout ce qui s'était passé. Il lui offrit un nouveau poste, créé spécialement pour elle, celui de gardienne de la villa et surtout du bien-être de son fils. Il lui donna un salaire généreux, une voiture et, plus importante encore, sa confiance totale et inconditionnelle. Ensemble, ils commencèrent à reconstruire, non seulement la confiance entre eux, mais la vie même dans cette maison. La première chose qu'ils firent fut de replanter le jardin d'herbe de Sofia, plus grand et plus luxuriant qu'auparavant. Ils travaillèrent côte à côte, les mains dans la terre, un geste symbolique pour faire renaître la vie là où il y avait eu destruction. Et dans ce geste simple, dans le silence de la nature, ils découvrirent une nouvelle et inattendue complicité. La villa, autrefois un lieu froid et de représentation, commença à se transformer en une vraie maison, un lieu de chaleur. Alessandro, guidé par la sagesse pratique de Sofia, redécouvrit le plaisir des petites choses, celles que l'argent ne peut acheter et qu'il avait oubliées depuis longtemps. Ils se mirent à cuisiner ensemble le soir,
utilisant les herbes de leur jardin, remplissant les pièces silencieuses de parfums chauds et familiers de vie. Les pièces se remplirent du son de la musique et surtout des rires de Léo. L'enfant se remit complètement, tant physiquement qu'émotionnellement. L'amour et la sérénité retrouvés étaient le meilleur remède à ses fragilités. Il devint l'ombre de Sofia, la suivant partout dans son jardin apprenant le nom des plantes, et il commença à regarder Alessandro non plus avec crainte, mais avec une affection croissante, le voyant comme l'homme qui rendait sa Tata Sofia heureuse. Le lien entre Alessandro et Sofia s'approfondit de manière naturelle, inévitable, comme un fleuve qui trouve son cours vers la mer. Ce n'était plus seulement de la gratitude ou du respect. C'était un sentiment né du partage de la douleur la plus profonde et de la découverte d'une âme sœur, une compréhension qui allait au-delà des mots, qui se manifestait par des regards et des gestes silencieux. C'était de l'amour, dans sa forme la plus pure. Ce fut Alessandro qui se déclara, un soir, alors, qu'il regardait le coucher de soleil sur la mer depuis la terrasse de la villa, le même endroit où tout avait commencé. « Sofia !» lui dit-il, en lui prenant la main et en trouvant le courage d'être enfin vulnérable. « Quand tu es arrivé ici, ce n'était qu'une maison, une coquille froide et vide. Maintenant, grâce à toi, c'est un foyer. Mais pour être une vraie famille, il manque encore une chose. » Sofia le regarda, le cœur battant fort, espérant de toutes ses forces ces mots qu'elle n'avait jamais osé rêver. « Il manque une mère pour Léo et une femme pour moi, » continua-t-il, ses yeux pleins d'une émotion sincère qu'il n'avait jamais montrée à personne. « Veux-tu être cette personne? Veux-tu m'épouser, Sofia, et construire une vie avec nous? Une vraie vie ?» Sa réponse ne fut pas un mot, mais un baiser qui avait le goût du sel, de la terre et de l'avenir. Un baiser qui scella la promesse d'une vie construite non plus sur les mensonges et la peur, mais sur la confiance et sur un amour né dans les circonstances les plus difficiles et les plus improbables. Une fleur rare qui avait poussé sur un sol empoisonné. 2 ans plus tard, la villa est méconnaissable. C'est un lieu chaleureux, plein de vie, d'amis, de rires. Le jardin d'herbe de Sofia a triplé de taille, luxuriant et parfumé. Il est devenu célèbre dans la région, et Sofia, pendant son temps libre, donne de petits cours pour enseigner aux enfants du village les secrets des plantes médicinales, transmettant la sagesse de sa grand-mère, honorant sa mémoire. Nous voyons Alessandro, Sofia et un Léo de 8 ans, sains et heureux, agenouillés parmi les parterres. Sofia montre à Léo comment reconnaître une plante bénéfique d'une plante vénéneuse, non pas dans les livres, mais par l'odeur, la forme des feuilles, le contact direct avec la nature, un savoir qui passe par les sens. « La connaissance est la meilleure protection, mon amour, » lui dit-elle avec un doux sourire. « Souviens-toi toujours de ça. Tu dois toujours regarder au-delà des apparences. » Alessandro les regarde, et son visage est l'image de la paix et du bonheur retrouvés. Il a appris la leçon la plus importante de sa vie, que la vraie sagesse ne réside pas dans les conseils d'administration ou les bilans d'entreprise, mais dans les savoirs anciens, dans la capacité d'observer la nature et surtout d'écouter son propre cœur et de faire confiance aux bonnes personnes. L'histoire, qui avait commencé par un acte de méchanceté caché derrière une façade de beauté, s'était transformée en une leçon sur la façon dont la vérité, comme les racines des plantes les plus humbles, a toujours la force de se frayer un chemin à travers le sol le plus dur pour atteindre la lumière, spécialement quando è nutrita dall'amore e dal coraggio. Et maintenant, une question pour vous. Pensez-vous qu'Alessandro aurait réussi à découvrir la vérité sans le premier acte de courage instinctif de Sofia? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Laissez un like si vous croyez que la sagesse du cœur est plus puissante que n'importe quel mensonge. Abonnez-vous pour d'autres histoires où la vérité triomphe toujours. Commentez, la vérité triomphe. Si vous aussi, vous avez été touché par cette fin.